Alors, euh, merci beaucoup d'être là pour participer au séminaire. Donc, on est sur un format hybride à la fois en salle de classe et en ligne, et à la fois de perspective de recherche et pédagogique, puisqu'il y a les étudiants derrière moi du master 2 CRM à Nanterre et quelques participants externes. L'idée, c'est de regarder les questions de transition, de redirection écologique, de mouvements sociaux écologistes sous l'angle de la stratégie. Alors, les différentes publications vont toutes dans ce sens-là, de vraiment regarder les aspects stratégiques, et même si ce n'est pas chaque aspect qui sera discuté, les questions qui reviendront seront toujours celles d'une perspective des tactiques et des stratégies, à la fois des mouvements sociaux des entreprises et des organisations et des territoires. Et toute la pertinence du cadre qui a été proposé dans l'article que vous avez publié l'année dernière dans la revue française de gestion, là-dessus, s'inscrit parfaitement dedans. Alors, on va regarder, on va rentrer dans les détails, mais vous y proposez de développer la notion de sentinelle, qui était plutôt appliquée à des territoires et en tout cas à des situations, et que vous proposez de mobiliser pour les organisations. Et là où, d'un point de vue stratégique, il y a quelque chose de vraiment passionnant, c'est que justement vous mettez le regard de la sentinelle au regard de la notion de citadelle. On va rentrer dans les détails pour voir justement comment est-ce que ça peut se penser en termes stratégiques. Vous êtes tous les deux à Clermont Business School. Vous avez aussi développé ça autour d'une formation que vous avez montée, qui aborde ces questions de l'Anthropocène. Et en tant qu'acteur dans des écoles de commerce, on reste aussi dans les questions de gestion et de stratégie euh, en plein. Alors, Emmanuel, tu disais que vous aviez une présentation. Je vais peut-être vous laisser lancer la présentation, et puis après, les questions, les miennes, et puis celles des étudiantes et des étudiants, on vous ramènera forcément sur de la stratégie, même si vous vous en éloignez un petit peu. Mais je vous laisse prendre la main sur la présentation, et on reviendra dessus après. Entendu, c'est Diego qui va prendre la main et ensuite je prendrai la suite. Et Oui. et merci Johan pour déjà pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais essayer de démarrer cette présentation qu'on a intitulée Persistance et ou redirection, dilemme des organisations sentinelles. Effectivement, simplement pour vous préciser un petit peu depuis quelle position on parle et on évoque ces questions-là. Nous sommes, nous, enseignants-chercheurs à Clermont School of Business, donc l'école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand, et membres d'une équipe, d'un collectif de recherche et d'enquête qui s'appelle Origins Media Lab, et qui, depuis une dizaine d'années, travaille à confronter les organisations au monde de l'Anthropocène, enfin en tout cas à ce nouveau régime climatique et écologique, en essayant de sonder, de clarifier comment les organisations publiques ou privées essayent d'appréhender, de domestiquer ces bouleversements qui ne sont pas simplement des crises écologiques passagères, mais plutôt des changements structurels des conditions d'habitabilité et de subsistance sur Terre. Donc nous, on a beaucoup travaillé justement parce que dans notre équipe, nous sommes des disciplines différentes et à l'époque, nous avions beaucoup travaillé sur les questions d'anthropologie, de sciences humaines et sociales appliquées à cette question climatique et écologique. Et nous étions assez étonnés de voir que dans les études organisationnelles, dans les sciences de gestion en particulier,
il y avait finalement peu de prise en charge de cet objet assez, assez explosif, assez macroscopique, qui est le changement climatique, l'anthropocène, avec tous ces objets, ces macro-objets, ces macro-entités, ces hyper-objets, comme le qualifiait Timothy Gordon, Morton, pardon, un chercheur américain, et qui parle justement de ces objets très larges, très vastes, dans lesquels nous sommes englués. Et effectivement, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est d'essayer de confronter le monde des organisations et tous ces filtres épistémiques, comme le sont les sciences de gestion, les outils de gestion, la grammaire de la gestion, à ces hyper-objets, à ces objets macroscopiques et très perturbants qui éclosent devant nous. Et en l'occurrence, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est de ne pas essayer de traduire trop rapidement, trop hâtivement ces questions écologiques, climatiques, voilà, et autres, dans des considérations de type développement durable ou responsabilité sociale ou tous les autres concepts qui ont pu éclore et qui finalement ont trop tendance à réduire une complexité qui est pourtant l'information de base nous venant de ces sciences des limites planétaires, pour résumer, et que souvent les organisations traduisent trop hâtivement comme des problèmes d'environnement, des problèmes de gestion de risques, de gestion de crise, ou des questions de responsabilité ou de développement durable, c'est-à-dire une série de termes qui ne rendent pas justice à la finesse, à la complexité des observations qui émanent des limites planétaires, et notamment des sciences de la Terre, les sciences écologiques, etc. Et donc, on s'est beaucoup inspiré en fait de différents travaux venant de la géologie, de la géomorphologie, de l'océanographie, et un tout petit peu justement de quelques articles, soit en sciences humaines et sociales, ou soit en sciences de gestion, y compris celui que vous voyez ici, qui appelle finalement à quitter une définition du problème climatique et écologique en tant que problème justement à résoudre, mais plutôt de considérer que ce que nous sommes en train de vivre, c'est quelque chose d'autre que simplement une crise, un risque ou voilà, une perturbation à laquelle nous devons opposer nos prises classiques, celui de la gestion des risques, par exemple, celui d'une gestion de crise, etc. Et que plutôt que de faire ça, il faut essayer d'entrevoir les chemins d'une reconception, d'un redesign des disciplines que nous devons avoir depuis les études organisationnelles. Donc le changement climatique n'est pas un problème à résoudre, n'est pas une crise, n'est pas un risque, mais c'est un changement d'air, c'est un changement d'époque, c'est un changement des conditions de subsistance et d'habitabilité sur Terre. Et donc, ce qui nous a beaucoup intéressé dès le départ dans nos enquêtes, c'est d'étudier ces organisations, les territoires qui sont les premières à se confronter, à devoir être confrontés à des situations critiques, à des basculements, à des changements d'état, à des effondrements, et ainsi de suite. Et on s'est beaucoup intéressé à des organisations qui sont précocement touchées par ce cadre-là. Et Emmanuel, justement, mais il expliquera mieux que moi, a commencé un programme au sein de notre collectif sur la question des stations de ski, notamment de moyenne montagne, qui sont face à une situation très troublante, où vous avez l'effondrement d'un actif central qui est la neige, et qui pourtant est absolument déterminant, structurant pour l'ensemble des appuis organisationnels, managériaux, stratégiques
de ce territoire et de toutes ses composantes, c'est-à-dire l'office de tourisme, c'est-à-dire la municipalité, c'est-à-dire le conseil départemental qui va financer par exemple les équipements ou les routes. Donc toutes les organisations, et y compris bien évidemment ensuite toutes les organisations privées qui sont adossées à ça, les gestionnaires de stations de ski, les hôtels, les restaurants, etc., qui sont victimes, en fait, de cet effondrement très, très précis. Et donc, cela, très concrètement, nous a mis dans la voie d'un terme que nous avions beaucoup suivi et qui nous vient de l'écologie au départ, des sciences écologiques, des sciences du climat, de l'océanographie et des chercheurs qui s'intéressent depuis déjà bien longtemps à ce qu'on appelle les sentinelles écologiques, c'est-à-dire des entités du monde qui sont les premières à subir un effondrement, à subir un changement d'état, à subir une situation d'instabilité très puissante, et donc étudie par exemple la disparition des coraux, la métamorphose de certains territoires comme les mangroves, vous voyez, qui sont les premières à subir en fait ces changements d'état et ces situations critiques. Et par la suite, hein, en fait, il y a eu l'anthropologie des pandémies qui s'est beaucoup intéressée à ces questions de sentinalité, avec toute la recherche sur l'alerte sanitaire qui a été développée, par exemple, par Francis Chateaurenaud en sociologie des controverses, par Frédéric Keck sur l'anthropologie de la santé et des pandémies. On s'est dit, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de défendre l'idée que ces territoires ne sont pas simplement occupés par des entités naturelles ou par exemple des agents de maîtrise sanitaire ou de l'alerte technique scientifique, mais aussi par des organisations, c'est-à-dire des entités, des entreprises, des associations, des collectivités qui sont les premières en fait à subir les basculements climatiques actuels. Et donc, c'est là qu'on a proposé le concept d'organisation sentinelle, d'abord pour caractériser cette situation de ligne de front, de précocité dans l'alerte écologique et les premiers troubles, en fait, qui ensuite sont communiqués à l'ensemble des organisations et qui, en fait, posent des questions stratégiques, comme l'a dit Johan il y a quelques instants, assez importantes. Et donc, voilà, on a essayé de placer cet objet de cette manière-là. Et très rapidement, on voit que les collectifs sont très troublés par la situation et que cela nous oblige à renouveler les formes de l'enquête pour être capable de répondre à qu'est-ce qui est mis en cause, qu'est-ce qui est mis en jeu dans ces organisations sentinelles. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre équipe de recherche aussi, nous sommes très friands et nous avons beaucoup travaillé sur le pragmatisme, la sociologie pragmatisme et la méthode pragmatiste aussi en sciences humaines et sociales, qui est une méthode très intéressante pour enquêter sur des troubles, sur des controverses, sur des situations indéterminées. Et ça nous paraissait justement idéal d'appliquer le pragmatisme en tant que méthode. Là, on n'a pas le temps d'expliciter plus précisément parce que c'est quand même une sociologie assez particulière. Mais grosso modo, l'enquête pragmatiste, elle est intéressante parce qu'elle pose d'emblée la nécessité déjà du travail d'enquête. C'est-à-dire que toute activité de pensée provoquée par un trouble éprouvé et se concluant par la fixation d'une croyance disposant à l'action, c'est un point fort de la démarche pragmatiste. Il faut enquêter sur des troubles qui sont des enjeux vitaux pour les acteurs concernés et justement essayer de sonder les manières hétérogènes d'appréhender ce trouble. Dans l'enquête pragmatiste, on va essayer de recenser, d'étudier comment des acteurs sont troublés par une situation et c'est ce trouble qui nous offre le point d'entrée d'une analyse.
Puis ensuite, ce qui est très important aussi dans la démarche pragmatiste, c'est que l'enquête s'appuie aussi sur les acteurs concernés. Ce que le pragmatisme américain appelle la communauté d'enquête et qui est en fait une sorte de manière de relier la question méthodologique avec la question démocratique, non pas au sens purement politique du terme ou normatif, il faut plus de démocratie, mais plutôt il y a des savoirs qui sont produits dans ces communautés d'enquête, qui sont déjà des enquêtes elles-mêmes formelles, réalisées, etc., qui ne sont pas portées par des chercheurs et tout ça, mais dans le pragmatisme, on considère le terrain, que les acteurs de terrain, ceux qui sont face aux troubles, sont eux-mêmes en situation d'enquête, de co-enquête, et sont capables en fait de fournir des grilles d'analyse complètes sur la situation. Et ça, c'est un point très important qui permet de comprendre cela. D'autant plus que ces communautés d'enquête débouchent souvent sur des portages institutionnels, sur des expérimentations qui font que ces collectifs sont capables, en autonomie, disons, de proposer des leviers d'action pour répondre à ces situations. Et c'est exactement ce qui se passe dans ces territoires. Alors, bien évidemment, pour aller plus précisément dans l'enquête, les stations de ski qui sont aujourd'hui troublées par les manifestations de l'Anthropocène, ce sont des éléments qui sont relativement bien retracés par la littérature. Il y a eu déjà pas mal de rapports du GIEC, de l'IPCC, de la Cour des comptes, par exemple, en France, de Météo France, de chercheurs du CNRS qui ont recensé comment et à quel point les stations de ski étaient vulnérables aux manifestations de l'Anthropocène, notamment les questions justement de fin d'enneigement, de perturbations dans les cycles de l'enneigement, de dépendance très puissante aux actifs naturels et ainsi de suite. Et donc, face à cela, bon, ça, on n'apporte, nous, pas grand-chose à cette étude sur les diagnostics. En revanche, ce que nous avons essayé de réaliser, c'est de créer une sorte de synthèse de typologie sur les réactions que pouvaient avoir les stations de ski en France face aux manifestations de l'Anthropocène. Et la première réaction, c'est ce qu'on appelle le forçage du possible. C'est-à-dire, et ça, c'est un paradigme très hérité je pourrais dire, masculinisme de certaines sciences de gestion qui considèrent que toute innovation, que tout élan organisationnel est un élan fondamentalement qui doit s'extraire des conditions de possibilité normales. Et forcer le possible, c'est toujours en fait un geste noble pour faire éclore de l'innovation, pour faire éclore des nouvelles orientations politiques, pour faire éclore de nouveaux horizons gestionnaires, stratégiques, managériaux et ainsi de suite. Et donc, de quoi il s'agit? Bah, il s'agit de stations de ski qui disent, je ne renoncerai pas à la neige. La neige, on l'aura coûte que coûte, parce que dans tous les cas, c'est notre modèle de développement, et que forcer le possible, ça nous implique en fait à créer les conditions artificielles de présence de la neige, soit par de l'enneigement artificiel, la neige de culture, le snow forming, les fermes à neige, ou soit en créant par exemple du ski indoor à l'intérieur de grands espaces qui sont protégés des conditions climatiques et qui créent des sortes de bulles organisationnelles en suspension où on maîtrise finalement toutes les conditions d'habitabilité dans ces sphères, hein, comme le disait Sloterdijk. Et c'est des projets qui sont d'ailleurs instruits, réfléchis en France, pas que à Dubaï, si vous voulez. La deuxième option, c'est diversifier avec l'idée que nous ne sommes pas prêts à renoncer au tourisme de masse, à l'orientation stratégique du tourisme de masse,
et qu'on va essayer de trouver par contre des leviers pour diversifier l'activité, pour ne plus trop dépendre des crises d'enneigement et pour ne plus dépendre que du ski en hiver. Et donc, on va mettre des tyroliennes dans plein de stations, on va développer du thermalisme, etc., etc. Le problème ici, c'est que bien évidemment, euh, toutes les stations de ski en crise s'orientent à peu près dans les mêmes types d'activités et que ces activités n'ont pas la même puissance en termes de modèle économique que le ski. Et donc, ça crée des frustrations, ça crée des situations assez problématiques sur lesquelles on pourra revenir. Et enfin, il y a quand même quelques stations de ski qui ont décidé en fait de renoncer ou de rediriger, comme on le dit, leur activité, comme on l'appelle. Et en fait, ici, ce sont des communes qui ont décidé de se confronter à l'inéluctable. Ce sont là où apparaissent les organisations sentinelles d'un nouveau type, pas simplement les organisations sentinelles en tant qu'acteurs qui subissent, qui vivent de pleine face le changement climatique, mais c'est des organisations qui décident de de se laisser perturber par le changement climatique et de prendre en considération toutes les conséquences que cela implique en termes de réorientation stratégique, de réflexion sur leur devenir, de réflexion sur l'origine même en fait de leur source de valeur et d'évaluation. Et là, je passe la main à mon camarade Emmanuel pour la suite. À toi, Emmanuel. On t'entend pas, Manu. Faut que tu mettes ton micro. Désolé. On fait un petit focus, donc merci Diego. On va faire un petit focus sur justement les territoires sentinelles du Sancy. Donc ça, c'est une photo de Chasteret. Donc je vais en parler un petit peu. Donc c'est une station, mais aussi une commune. Voilà, je ne sais pas si cette image, elle est triste, si elle est pas triste, parce que finalement, les enfants, quand on va l'hiver et qu'on assiste un peu à ces scènes-là, bah, finalement, bah, les enfants sont très contents. Il y a une petite bande de neige, bon, mais certainement, vous ne ferez pas de ski alpin. Ça, c'est un petit peu, voilà, c'est une réserve naturelle. Donc là, on voit essentiellement la réserve naturelle de Chasserais-Sancy. Et dans ces territoires, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas qui entoure quoi, qui est le centre, en fait, le pivot, en fait, de ce milieu qu'on pourrait qualifier de troublé. Parce que la réserve naturelle est elle-même un dispositif sentinelle. Les stations de ski, comme on va le voir, peuvent être considérées comme des organisations sentinelles, mais l'ensemble du territoire, hein, qui est aussi un territoire habité, hein, et pas habité que par des humains, est un territoire où il y a des communautés sentinelles qui habitent ce territoire. Donc il y a une sorte de maillage entre ces différents niveaux qui est extrêmement important. Et si je dis ça ici et maintenant, c'est que peut-être que l'entité station de ski n'est plus simplement l'unique question, l'unique prisme à partir duquel aborder le futur et le présent de ces territoires. Donc ça, je ne vais pas y revenir. Voilà, donc Diego en a parlé. Donc il y a des sentinelles écologiques. Il y a des dispositifs sentinelles. Donc là, je vais donner un exemple assez précis. Il y a les territoires habités qui sont les territoires troublés avec des communautés, avec des dispositifs. Et nous, on va proposer une définition de l'organisation sentinelle comme étant justement une réponse stratégique. Donc pas simplement un milieu troublé, pas simplement des entités écologiques qu'on pourrait qualifier de sentinelles, hein, faune, flore, hein, qui disparaissent, etc. Pas simplement un dispositif technique, scientifique, qui nous permet de repérer l'évolution de justement de cette faune, de cette flore et de ce milieu, mais une réponse stratégique qui incorpore le trouble pour apprendre à exister autrement. Donc, pour donner juste un exemple qui vient d'une réserve naturelle avec laquelle on enquête depuis 5 ans, ce qui est intéressant dans un dispositif sentinelle, c'est que vous avez ces différentes perceptions du trouble. Ça, c'est vraiment la vision que propose cette réserve de Chasserais-Sancy. C'est
observatoire élargi et qui justement s'intéresse, j'ai un verbatim, c'est on est concerné par, on est attaché aux attachements. C'est-à-dire qu'on s'intéresse au fait à la façon dont les personnes finalement sont affectées par ce qui leur arrive. Et c'est pas simplement les acteurs socio-professionnels du tourisme, c'est aussi l'expérience habitante, c'est aussi l'expérience des agriculteurs, c'est aussi les enjeux quotidiens de la commune. Donc ça, c'est très important d'élargir aussi les milieux. Et ce qui va venir définir un dispositif Sentinelle, c'est plus simplement sur le fait de maintenir et améliorer, mais comme l'a dit Diego, hein, et assez dans le sillage d'ailleurs de cette sociologie pragmatiste de Francis Chateaurenaud, alerter sur la régression probable, là notamment du subalpin. Et un dernier point qui est propre à certaines réserves plutôt que d'autres, c'est d'alerter vraiment sur l'accompagnement de la disparition, ce que cette réserve appelle l'expérience du deuil, qui n'est pas du tout une expérience affective au sens le deuil tel que je le vis individuellement, mais presque une pratique gestionnaire. C'est-à-dire comment on va accompagner concrètement la disparition de certaines entités. Comment on peut accompagner la disparition des activités neige? Comment on peut activer l'indisponibilité progressive de la ressource en eau, la régression de l'étage subalpin. Alors, comme vous voyez sur cette mosaïque des milieux, le niveau de vulnérabilité très fort, il est sur ces trois activités, justement. Et en termes d'opportunités, quand vous regardez juste en dessous, bah, il n'y a rien. Donc, du coup, c'est effectivement quelque chose qu'on va avoir du mal à mettre dans une plaquette de marketing territorial. C'est pour ça que j'ai appelé ça, en forçant un petit peu le trait, une absence d'opportunité. Parce qu'effectivement, la sentinelle, elle se confronte aussi à ce qui disparaît. Et ça, à mon avis, c'est très important pour comprendre ce qui va faire la spécificité de la réponse stratégique sentinelle par rapport à la réponse stratégique de type citadelle. Alors, qu'est-ce qu'une organisation sentinelle? En gros, c'est voilà, comme je vous le disais, donc les sentinelles écologiques, les dispositifs sentinelles sont des composantes intéressantes et nécessaires, mais elles ne suffisent pas à mieux décrire cette organisation sentinelle. Donc c'est d'abord un processus d'enquête, on perçoit le trouble, il y a une communauté d'enquête qui se met en place, et il y a un arbitrage stratégique qui va être fait. Donc il y a cette réponse qui nous intéresse, c'est la réponse stratégique qui est spécifique à l'organisation sentinelle. Et je vais donner une illustration avec deux stations de ski. Et l'enjeu, c'est de savoir comment différencier ces deux réponses stratégiques. La première, c'est plutôt la citadelle. C'est celle qui va maintenir jusqu'au bout hein, son domaine d'activité stratégique. Jusqu'au bout, elle va justement forcer le possible à la marge. Et peut-être que dans les années à venir, elle va tenter de faire de la diversification 4 saisons. Quoi qu'il arrive, son domaine d'activité stratégique, c'est 1, le tout ski, 2, le tout tourisme. Mais il n'y a rien d'autre. C'est tout ce qui existe, c'est tout ce qu'il s'agit de défendre contre ces manifestations de l'Anthropocène, hein, les manifestations tangibles et sensibles des limites planétaires, qui sont perçues comme un phénomène dangereux. Donc, il va falloir apprendre à se défendre. L'autre station, dont j'ai un petit peu parlé là tout à l'heure, voilà, une image un peu emblématique de ce qu'on peut voir. Et la réponse, on pourrait dire d'une certaine manière, elle n'est pas si évidente. D'abord, le changement climatique, ce n'est pas forcément, comme on l'a dit, un problème à résoudre. Je vais donner quelques éléments de distinction hein, de ces réponses stratégiques citadelles et sentinelles. Alors, est-ce que c'est le caractère écologique, par exemple la situation, les caractéristiques géomorphologiques de la station de ski qui permettent de les différencier? Pas vraiment, parce que toutes les deux sont effectivement des sentinelles écologiques au sens de l'écologie scientifique, au sens de la géographie. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il y a une différence, notamment une première différence au niveau de la prise en compte de l'indisponibilité de cet actif écologique. La citadelle, elle vise à contenir le risque et le phénomène dangereux lié à cette indisponibilité. Donc l'indisponibilité, en fait, c'est un risque. Hein, et c'est parfois un risque dont on ne veut pas parler. Parce qu'on peut avoir des techniques d'artificialisation dont a parlé Diego, on peut avoir une sorte d'espoir, mais on sait bien que c'est difficile, de compensation du modèle économique de la perte du chiffre d'affaires en hiver par un hypothétique chiffre d'affaires en été qui viendrait comme compenser. La sentinelle, elle incorpore le trouble. C'est-à-dire qu'elle
elle accepte en fait l'irréversibilité. Elle accepte que la neige ne soit plus disponible et qu'on ne pourra pas forcément justement la remplacer. Alors ça change un petit peu, notamment dans la prise en charge de tout ce qui est héritage. On s'intéresse beaucoup à cette notion d'héritage, mais aussi à celle d'attachement. Je vais donner une illustration. La citadelle, elle, par rapport à ses héritages, elle veut maintenir le plus possible les attachements, les héritages, c'est-à-dire c'est le modèle économique, mais c'est aussi le monde du froid, c'est aussi l'ensemble des interdépendances au niveau des acteurs socioprofessionnels. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de maintenir le plus dans la stratégie citadelle. Dans la stratégie sentinelle, on veut renoncer, on cherche à renoncer à certains attachements. Et des attachements qui, comme on va le voir, ne sont pas forcément uniquement des dépendances économiques. Et il y a une troisième différence qui est au niveau de la communauté d'enquête. Cette fameuse et un peu mystérieuse, énigmatique communauté d'enquête, elle est réduite pour la citadelle aux acteurs et aux parties prenantes, dont la finalité est de maintenir et adapter l'organisation. Alors que pour la sentinelle, il y a d'autres acteurs. Déjà, j'ai envie de dire, il y a des chercheurs, il y a des étudiants, des étudiantes qui viennent, il y a une réserve naturelle, il y a des associations qui ne sont pas forcément des associations ou des projets ou de recherche qui sont liés au maintien de l'activité touristique, à sa transition, etc. Donc ça, c'est très important. Je vais donner peut-être un exemple donc avec une personne qui est monitrice de ski, accompagnatrice en montagne. Un trouble, par exemple, c'est de se dire, mon attachement, il n'est pas lié forcément à une dépendance économique, il est lié à la disparition du monde du froid. C'est-à-dire que ce que perd cette personne, on va l'appeler Patou, c'est le monde du froid. C'est le monde du froid qui l'a fait c'est cette disparition-là qui l'a fait souffrir. C'est pas simplement le chiffre d'affaires, etc. Et il y a aussi l'arrivée du monde du chaud. C'est-à-dire que le changement climatique, effectivement, ce n'est pas simplement l'hiver, c'est 4 saisons, le changement climatique. Donc l'été, elle a un centre équestre, parfois ses chevaux ont trop chaud. Et elle doit faire un arbitrage entre la santé animale de ses chevaux, son modèle économique, et c'est à ce niveau de finesse d'arbitrage que se joue aussi la question du trouble. Comment interpréter un peu cet exemple-là? Dans une perspective un peu classique de type diagnostic, problème, solution, le problème, en fait, c'est le manque d'attractivité du territoire. C'est ce que tout le monde nous dit tout le temps, qu'on rencontre souvent des acteurs qui sont dans cette attitude de résolution de problème. La solution, c'est la diversification 4 saisons. Eh bien, pour cette station Sentinelle, dont la réponse stratégique est de type Sentinelle, c'est, comme le dit un élu, est-ce qu'on doit faire quelque chose? On a déjà tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire on n'a rien ou il faut rien faire? Mais en fait, c'est ce on a déjà tout qui est extrêmement important. Ce que ça permet de voir, c'est de voir que plus de monde en été, c'est plus de pression de visiteurs sur le massif, plus de structures d'accueil, plus d'hébergement, plus de parking, plus de développement, plus attractive, etc. Or, justement, cette stratégie ne cherche pas forcément à générer d'autres dépendances, ne cherche pas forcément à changer non plus l'identité de ce territoire qui n'est pas un parc d'attractions. Donc c'est très intéressant en termes d'arbitrage entre ce qui est du ressort de l'attractivité et ce qui est du ressort d'une habitabilité future. Exemple, pour ce village, cette station commune, etc., une activité de diversification, j'ai mis un petit lien YouTube, c'est tout simplement des balades un peu théâtralisées où il y a 5 familles, 30 enfants, etc. Pour eux, ça, c'est de la diversification réussie. On n'est pas en train de parler de l'organisation d'un festival, on n'est pas en train de parler d'une tyrolienne, on est plutôt dans ce qu'un collègue à nous, Nathan Benkemoun, appelle de la sobriété intensive. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là qui est extrêmement important et qui n'est pas amplifié, qui n'est pas mis en visibilité. Et pour eux, pourtant, ça s'intègre totalement dans une forme de sobriété aussi touristique et de sobriété intensive. La communauté d'enquête, elle est élargie. On voit bien que ce n'est pas une pratique, ce n'est pas un savoir qui est au cœur de la communauté d'enquête, c'est le trouble.
Et qui est impacté, qui est affecté par justement ce trouble, eh ben, ce n'est pas nous, les enseignants-chercheurs. C'est cette community of concern, cette communauté d'enquête qui se construit autour du trouble. Nous, on essaye d'amplifier des voix qui sont parfois diminuées et de faire travailler justement les frictions avec un autre niveau qui se joue plutôt au niveau des collectivités notamment et des institutions qui visent, elles, à accompagner, à planifier, à implémenter autour de nombreux dispositifs. Donc là, je ne vais pas parler de ce dispositif-là, mais c'est pour vous dire que dans ce maillage de parties prenantes, il y a différents niveaux de parties prenantes qui n'ont pas la même perception justement du trouble. Et le trouble n'est pas un problème à résoudre auquel il faudrait apporter une solution. Exemple d'arbitrage pour terminer, je crois. Alors moi j'appelle ça des micro-redirections. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir s'attendre à des grandes transformations lumineuses, incroyables, exceptionnelles et spectaculaires. C'est des micro-redirections qui justement éclairent cette parole de l'élu qui disait « on a déjà tout ». Il y a déjà quelque chose dans des archives, dans une histoire en fait de ce territoire qu'il va falloir apprendre à réactiver. Est-ce qu'on est obsédé dans cette station par la performance? Pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est la douceur. La douceur, il ne faut pas le comprendre dans un sens, c'est doux, etc. C'est un rapport au temps. C'est le temps qui passe, le temps, par exemple, de prendre le temps face à une subvention et même ne pas répondre à cette demande de subvention pour pouvoir avoir encore plus de temps pour y réfléchir. Donc ça va assez loin dans cette... C'est aussi un regard différent sur la performance sportive, sur ce qu'il faudrait, sur la performance économique. C'est un regard évidemment très différent sur la notion d'attractivité. Est-ce que le but, c'est d'avoir beaucoup plus de commerces ou c'est d'avoir quelques commerces qui permettent de vivre justement dans ce milieu? La question, c'est plutôt l'hospitalité. L'hospitalité, c'est comment on va faire pour accueillir encore des gens dans ce milieu. Et cette hospitalité, elle ne vise pas simplement les touristes, elle vise aussi des nouvelles personnes qui viennent s'installer dans ce milieu. On parle moins en termes de visiteurs, une sorte de visiteur passif qui viendrait capter un peu la valeur ou la qualité paysagère et par ailleurs sublime de ce territoire, qu'une relation de réciprocité qui se construit dans le temps. Donc la relation, en fait, elle n'est pas avec un visiteur, elle n'est pas non plus vraiment avec un client. D'ailleurs, ils disent souvent qu'ils sont assez contents quand ils viennent et surtout très contents quand ils partent, parce que c'est cette relation de réciprocité qui est sur un temps long à construire. On parle moins en termes de diversification 4 saisons, et d'ailleurs, c'est des termes qui ne sont pas du tout utilisés au jour le jour, mais plutôt dans les termes d'une diversité présente, latente, qu'il s'agit d'apprendre à réactiver. Donc là, je voudrais juste terminer ce point, cette présentation, avec une analogie avec une entreprise relativement connue et particulièrement connue, je dirais, à Clermont-Ferrand, dans le secteur du pneumatique. Nous avons l'occasion, il y a quelques années, de rencontrer le directeur de l'innovation, à qui, on a 45 minutes, et au bout de 5 minutes, je lui dis, mais au fond, Michelin est une station de ski. Et après, je me dis, 5 minutes, lui balancer ça comme ça, c'est peut-être un peu rapide et un petit peu, voilà. Et je lui parle de modèle économique, il me dit, on revient sur cette image-là, pourquoi mon entreprise, qui n'est pas une station de ski, vous l'abordez comme une station de ski? Et je lui réponds, parce que toutes les organisations sont aujourd'hui comme des stations de ski, réalisant que leurs ressources sont indisponibles, que leur champ stratégique est en train de fondre. Et lui, il me répond, je vois bien où est la neige chez nous. Est-ce que justement, c'est là où se joue, je dirais, l'enjeu des citadelles et des sentinelles. Jusqu'où toutes les organisations pourront devenir des sentinelles? Est-ce que c'est une voie obligatoire? Est-ce que c'est l'unique voie à prendre? Est-ce qu'il peut y avoir des bonnes citadelles? C'est un peu les questions auxquelles on aimerait éventuellement discuter avec vous. Une organisation sentinelle, pour terminer, ne force pas le possible, ne diversifie pas pour s'adapter, mais amplifie une expérience vitale et habitable de façon résiduelle et soustractive. Faut-il toujours tenir une position sentinelle? Que deviennent les citadelles lorsqu'elles ne peuvent plus se défendre? Et ça, c'est très important parce que les organisations qui sont en mode défensif vont attendre au dernier moment, forcer le possible et jusqu'à ce que le possible, on ne puisse plus le forcer.
Qu'est-ce qu'une bonne citadelle? Est-ce qu'il y a des bonnes citadelles, celle qui n'est plus dans une posture de défense systématique, mais qui prépare un refuge face à une irréversibilité? Je crois que j'en ai terminé en ce qui me concerne. Merci. Merci, merci beaucoup. Alors, j'ai une question et puis après, j'ouvrirai à la salle en ligne comme ici. Mais une des questions là sur la fin, sur qui va être finalement un ennemi ou qui va être une menace. Il se trouve que nous, dans le séminaire, on a étudié par exemple comment est-ce que certaines parties prenantes peuvent en arriver à être menaçantes, notamment sur des OPA hostiles euh, euh, ou sur des rachats agressifs ou sur des parties prenantes qui sont considérées comme dangereuses, qui n'auraient pas de légitimité de, d'opérer et potentiellement d'envahir un petit peu. Par rapport à ce que la conclusion de votre présentation, où il y aurait des... Donc, la sentinelle a une forme d'ouverture au trouble, à la perturbation stratégique et cet anthropocène. La citadelle chercherait à tenir ce qu'elle a et à pas bouger. Et du coup, elle se sent menacée. Euh, Est-ce que, je vais caricaturer un peu votre propos, la solution, c'est d'accueillir le trouble et du coup, bah, les parties prenantes et les perturbations, je ne veux pas être une citadelle, donc je les accueille et je vais faire avec ou je vais aller un peu dans le sens du vent. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin stratégique aussi de résister un peu à ces perturbations venues de l'extérieur? Est-ce si on veut aller vers, parce que votre modèle, il met en avant plutôt les qualités stratégiques de la sentinelle par rapport à la citadelle, comment est-ce que la sentinelle peut faire face quand même à des choses éventuellement menaçantes, des parties prenantes menaçantes, des activistes écologistes qui vont venir perturber sa redirection tranquille en lui disant faut aller plus vite, ou alors des politiques nationales, j'en sais rien moi, qui vont lui coller une autoroute dans le coin pour parler de sujets d'actualité, et donc il va y avoir une réaction des territoires, c'est-à-dire comment est-ce que la sentinelle peut faire face à des parties prenantes perturbatrices et peut-être un peu menaçantes, un peu dangereuses? Tu veux répondre, Diego? Vas-y, commence, Manu, je pense que tu... Ok. Bah, en fait, je pense que cette question, alors là, tu parles uniquement pour les organisations qui seraient sentinelles, quoi. C'est-à-dire que comment elles accueillent en fait des perturbations. Bah déjà, je pense que déjà elles les sentent. Donc il y a une sorte comment dire, l'origine, en fait, il y a presque un sentir, de pressentir aussi certaines choses qui arrivent. Donc, je pense que ces perturbations, elles les voient. Donc, ça, c'est très, très important par rapport à une citadelle qui ne cherche pas forcément à les voir, ça, qui va plutôt les cacher sous le tapis. Moi, ça me fait penser notamment à un vieux modèle des années 2000, dont j'ai oublié le nom des auteurs probablement, qui parlait des fringe stakeholders, les parties prenantes marginales. Et dans ces parties prenantes marginales, je ne sais pas si tu vois, Johan, ce schéma. Et donc, au milieu, donc, tu as les core stakeholders. Donc, tu vois, tu as un peu la citadelle hein, qui est présente avec tous les acteurs bah, qu'on enseigne en management, etc., et en stratégie. Et puis, derrière, au fond, un petit peu, ça me fait penser à Fort Alamo. Tu as les parties prenantes marginales, tu vois, dont les personnes qui se sentent exclues, les divergents, ceux qui sont radicalement contre, qui vont aller s'opposer, etc. Bah, je dirais, il y a deux manières en fait. Il y a une manière un peu citadelle en fait d'éliminer le truc un peu sous le tapis, etc. ou d'essayer de les intégrer, mais à la marge. Soit j'accepte effectivement que ces perturbations viennent en fait me reconfigurer, c'est-à-dire qu'elles sont présentes et je ne peux pas en faire abstraction. Donc je dirais, c'est peut-être pas la bonne image en fait, c'est de dire est-ce que des parties prenantes marginales sont à l'extérieur ou est-ce qu'elles sont plutôt à l'intérieur en fait de l'organisation Sentinelle, là où la citadelle elle se dit ouais elles sont plutôt à l'extérieur hein, on va quand même gérer ce qui rentre et ce qui sort alors que la Sentinelle pour moi elle aurait plutôt tendance à les intégrer au cœur quoi. C'est une manière de gérer les parties prenantes qui serait
plus ouverte, moins sur le nous et eux, Ouais. mais ça veut dire accueillir à l'intérieur des contributions, pas forcément toutes constructives, positives. C'est accueillir peut-être des antagonismes, des oppositions. Pour donner un exemple, le cas que nous, on vient d'étudier dans le séminaire, c'est comment est-ce que François Ruffin et Fakir vont aller embêter LVMH et Bernard Arnault. Et donc, on voit bien que LVMH et Bernard Arnault, ils ne veulent pas de cette partie prenante-là. Alors, on ne s'attend pas à ce qu'LVMH soit une organisation sentinelle comme ça, mais ça veut dire que dans le modèle stratégique, entre guillemets, que vous proposez, euh, il va y avoir de l'antagonisme, il va y avoir de l'opposition, il va y avoir du débat, il va y avoir de la perturbation à l'intérieur même de l'organisation, c'est ça? Oui, enfin, moi, je pense que c'est assez inévitable. Mais après, une traduction directe dans une organisation, là, pour prendre un exemple aussi fort qu'on peut trouver dans certaines stations de ski où il y a des collectifs hein, aussi je pense au Vercors, je pense à plein de choses, etc. Pour trouver un équivalent plus, disons, corporate, plus dans des organisations classiques, peut-être que Diego, tu as une idée, je sais pas. Non, non, mais moi, ce que je pense, c'est que typiquement, c'est une bonne manière aussi pour un territoire confronté à ces situations-là de ne pas avoir ou de mieux négocier les injonctions écologiques de la société entière. C'est-à-dire que typiquement, une organisation sentinelle qui a décidé malgré tout de se confronter à cet inéluctable, à cet effondrement, etc., aura une capacité justement d'enquête propre et située qui par ricochet, fait en sorte que bah, les injonctions écologiques, y compris par exemple de militants, etc., qui viendraient leur donner une énième leçon d'écologisation, bah, sont moins pertinentes parce qu'il y a quand même un peu de ça dans la structure de l'écologie politique actuelle. C'est que ces mouvements-là, type soulèvement de la Terre, vont par exemple souvent venir des milieux urbanisés et qui vont venir donner des injonctions à l'écologisation qui peuvent être très nobles et intéressantes sur plein de registres, par exemple sur les méga-bassines. Mais si les agriculteurs eux-mêmes prennent en charge la question de est-ce qu'il faut absolument ou rediriger, par exemple, le modèle de dépendance aux méga-bassines, c'est une manière aussi de dire je suis contre les méga-bassines qui sont l'injonction technoscientifique du modèle extractiviste, etc. Et laissez-nous tranquilles d'enquêter nous-mêmes dans nos territoires parce que on n'a pas forcément de leçons à recevoir de militants écologistes urbanisés. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire que le fait d'avoir une communauté d'enquête élargie dès le départ fait qu'on domestique la controverse depuis son territoire plutôt qu'à devoir la négocier ou s'y opposer de l'extérieur. Il y aurait quasiment une neutralisation de certaines radicalités ou de certaines perturbations de parties prenantes en les accueillant différemment. J'ai une question dans la salle. Inès, Oui, bonjour. Déjà, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Et c'est vrai que l'exemple de la station de ski, c'est toujours assez probant dans le contexte de l'Anthropocène. Mais j'avais une question pour vous qui travaillez vraiment sur ce sujet. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, enfin, ça vous est déjà arrivé, pardon, d'être sollicité par une entreprise et en arrivant, de vous rendre compte qu'en fait, c'était une démarche qui n'était absolument pas ancrée dans une sincérité et que c'était. Et comment vous réagissez face à cette sorte de greenwashing qu'on peut voir dans certaines entreprises, notamment dans les images, dans les posts sur les réseaux sociaux qu'ils peuvent avoir? Moi, je peut-être je donnerai la parole à Diego. C'est juste une anecdote. On était invité à Toulouse. Bon, il y avait pas mal de gens assez militants, etc., qui étaient dans l'auditoire. Et puis, il y a une personne qui nous a demandé si finalement, on n'était pas les idiots utiles du capitalisme vert. C'est-à-dire qu'en fait, on peut arriver avec des propositions un peu alternatives, etc. Et au fond, est-ce qu'il n'y a pas une récupération toujours possible
je veux dire, de cela, etc. Donc ça, c'est tout un débat par rapport à ça. Moi, je pense que non, on n'est pas les idiots utiles du capitalisme vert, mais par contre, il y a des vraies options en fait qui consistent en fait à sortir un peu des clichés qu'on peut avoir à l'égard même des organisations capitalistes qui elles-mêmes sont prises dans leur réseau de dépendance et d'interdépendance. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, si je regarde uniquement les récits, les grands récits, on va dire, organisationnels, etc., c'est pas là où je vais aller trouver mes communautés d'enquête. Si je vais dans un secteur, dans une grande entreprise, dans le secteur du pneumatique, je vais aller aussi trouver des communautés avec des personnes qui sont techniciens, qui vont travailler sur des enjeux de maintenance, qui vont travailler et qui aussi ont un regard à porter et qui ont probablement des enjeux à porter par rapport à ça. Donc je pense qu'il faut élargir un peu notre vision peut-être des parties prenantes et se dire qu'en fait, c'est pas toujours les mêmes porte-paroles, on va dire, de la RSE, de la transformation, de la transition écologique et autres, auxquelles il faut forcément s'adresser. Je dirais, ce qui est important, c'est que l'organisation elle-même puisse prendre en charge l'accueil de ces communautés d'enquête en elle, quoi. Alors, j'ai une autre question. Ah, vas-y, Diego. Non, 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 vas-y, je t'en prie. Ah non, il y a une autre question dans la salle, donc vas-y, Diego, si tu veux compléter, et après, je passerai la parole. Non, non, simplement pour dire qu'effectivement, les organisations, quand elles sont confrontées enfin en tout cas à cette question de la sentinelle, nous, on essaye de leur démontrer une chose très simple, c'est que l'écologie n'est pas foncièrement quelque chose d'externe. Ça, c'est un grand enseignement, je trouve, de nos enquêtes, c'est que finalement, l'anthropocène ou la situation climatique et, et écologique n'est pas un extérieur, ce n'est pas un phénomène auquel on fait face et qu'il faut justement appréhender plus ou moins volontairement. Mais en fait, l'anthropocène fait irruption au sein même de l'organisation, à l'intérieur de l'organisation. Et ça, c'est un changement majeur, paradigmatique majeur, qui n'est pas encore réalisé profondément, je trouve, en sciences de gestion. Mais c'est même pas une posture critique hein, vis-à-vis des sciences de gestion, vraiment une question épistémique, c'est-à-dire que on n'a pas encore fait une révolution ontologique dans les sciences de gestion, les études organisationnelles, pour simplement bien considérer, bien traduire ce que c'est que la nature, ce que c'est que le non-humain et comment On n'a pas vu Diego, je pense. Un moment clé de Oui, ce qu'il nous racontait. on Mais était anonyme. Je vais lui envoyer un petit message. faut lui dire qu'on l'a perdu. Je vais libérer juste le temps qu'il revienne. Alors, en attendant, il y avait une question de Sarah. Bonjour, alors oui, effectivement, j'ai une question, mais Diego commençait à y répondre. C'était plus tout à l'heure, vous avez parlé d'accompagner la disparition. Et dans ce sens, est-ce que vous auriez des exemples concrets? Parce que oui, alors accompagner la disparition, c'est une chose, mais je veux dire qu'on doit faire quand même face à des gens qui, à l'instant T, font face à des contraintes qui sont dépendantes d'un environnement que vous ne pouvez pas contrôler, parce qu'évidemment, même si on peut avoir tout l'espoir du monde et vouloir se dire qu'on veut faire évoluer les choses, malheureusement, il y a des choses que pour le moment, on ne peut pas changer. Et comment accompagner ces gens, enfin tout l'environnement externe, donc accompagner la disparition auprès de ces personnes qui, elles, ont des contraintes, je ne sais pas, ont des enfants, payer des courses, enfin, ont des contraintes financières, mais également sociales. Comment les accompagner, moi? Enfin, c'est vraiment tout un... Quelles sont les actions? Diego, tu veux terminer et prendre cette question par une occasion, si tu es là? Mais non, je crois pas. Je crois pas, il est toujours gelé. Bon, bon, je vais tenter d'y répondre. C'est bon, Diego, tu es là? Ouais, désolé, j'ai eu une coupure. Mais oui. Est-ce que tu as entendu la dernière question ou... Non, pas bien, non. Bon, je vais essayer Alors du coup, votre question est également intéressante parce que c'est dans les héritages, il y a aussi ce que d'ailleurs Alexandre Monin appelle des communs négatifs.
Donc, ce ne sont pas toujours des communs qu'il s'agit de protéger parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont verts, lumineux, hein, cette sorte d'écologie voilà, un petit peu stéréotypé, c'est mais créer de réelles dépendances avec des choses qui ne sont pas désirables, qui sont connues, qui seront les nôtres, qui vont qualifier nos conditions d'existence et dont on ne peut pas simplement comme ça s'émanciper avec une baguette magique qui s'appellerait transition écologique. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée d'apprendre à vivre aussi avec des communs. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment, de notre point de vue, de stigmatisation justement de ces dépendances et de ces interdépendances. Et je crois que les personnes, on va dire, les plus à même de pouvoir justement provoquer, discuter de ces arbitrages futurs sont les communautés concernées. C'est-à-dire que ça nous amène encore une fois à une vision très différente. Et ça peut être dans les communautés concernées, mais ça peut être des managers de ligne business dans des secteurs où c'est compliqué d'opérer une transition écologique. Lorsqu'on nous dit en 2050 il faut être tout soutenable, etc., pour certaines lignes business, justement, c'est pas possible. Donc comment on fait, justement, sans baguette magique? Je pense que c'est là où, justement, la communauté d'enquête est extrêmement importante. Après, ça pose d'autres questions au niveau d'autres arbitrages. Merci beaucoup. Je vois le temps qui file en même temps. Je pense que ce sur quoi tu viens d'appuyer dans une perspective stratégique, c'est ce qu'il y a de plus essentiel dans la proposition que vous faites. Et Diego parlait plutôt d'avoir un vrai changement de paradigme, de complètement repenser. On est dans la stratégie d'entreprise beaucoup dans une perspective que Yvon Péqueux appellerait volontariste, c'est-à-dire que veulent les stratèges, que désirent-ils et que vont-ils obtenir et comment obtenir ce qu'on désire. Et dans ce que vous amenez avec les organisations essentielles, c'est de rappeler que de toute façon, il y a un changement inéluctable et inévitable, qu'on peut toujours essayer de forcer le monde à être ce qu'on voudrait qu'il soit, mais le réel, c'est quand on se cogne. Donc, c'est qu'il faut repenser la stratégie en intégrant le fait qu'il y a des choses qui sont inéluctables et que le volontarisme et le désir des managers peut pas être premier et dernier, l'alpha et l'oméga. Et nous, on discutait avant dans le séminaire de la question des parties prenantes. Et les parties prenantes, c'est vraiment les acteurs que l'entreprise veut bien reconnaître comme étant légitimes, acceptables dans les interactions. Oscar, vous avez une main levée. Et après, je devrais Oui, conclure parce que j'ai des étudiants que je dois libérer. pas de souci. Merci beaucoup de la présentation de cet échange et aussi pour les différents séminaires que vous allez organiser dans les mois prochains. Ma question simple, c'est plutôt une question de pragmatisme, étant donné qu'on est dans le pragmatisme. Pourquoi on multiplie autant de termes, autant de concepts pour appeler, c'est quoi votre pensée sur la multiplication des termes qu'on voit aujourd'hui dans la littérature pour faire appel à un phénomène similaire? En fait, aujourd'hui, on voit grand défi, anthropocène, développement durable. Il y a tellement de termes aujourd'hui que je pense même les praticiens, ils sont perdus dans cet ensemble. Donc aujourd'hui, on essaye de former des futurs managers, mais même nous, on a tellement de concepts auxquels fait appel pour les mêmes phénomènes, qui est essayer de combattre des pratiques irresponsables dans les organisations. Mais finalement, on multiplie tellement de concepts qu'on peut peut-être se perdre d'un point de vue de pratique. C'est ça un peu ma question. Ouais. Oui, alors là aussi, je pense que c'est un point très très important ce que vous dites. Et effectivement, en tout cas, on pense que la manière de qualifier la situation est déjà absolument essentielle, surtout quand il s'agit de problèmes écologiques. C'est-à-dire que c'est pas neutre, par exemple, de qualifier la situation écologique de crise ou inversement de développement durable ou de croissance verte. Il y a déjà des traductions qui sont à l'œuvre. Donc le fait qu'il y ait une multiplicité de définitions, ça signifie aussi qu'il y a une multiplicité de manières
d'appréhender, de définir ce que c'est que la nature, ce que c'est que le climat, ce que c'est que la planète, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose que les sciences, certaines sciences humaines et sociales ont fait comme travail, en fait, épistémique, déjà depuis 20 ou 30 ans. Et effectivement, dans les études organisationnelles, moi, je trouve que ce n'est pas forcément le cas. Et c'est pour cela qu'il y a une multiplicité de prises et de traductions. Ensuite, après, effectivement, sur le plan purement des acteurs de terrain, etc., c'est là où c'est intéressant de s'appuyer sur le pragmatisme, parce que le pragmatisme ne parle pas ni d'anthropocène, ni de changement climatique, ni de développement durable, ni de rien, mais va partir de l'expérience du trouble que les acteurs peuvent avoir. Et dans ce cas-là, bah, que ce soit un agent de maintenance d'une remontée mécanique, l'office de tourisme ou un hôtelier ou peu importe, ce qui va les regrouper, c'est pas forcément la manière de définir la nature et ce qui est en train de se passer, mais plutôt le fait qu'ils sont tous dans une situation troublée et qui les engage dans des dynamiques d'enquête. Qui veut dire d'ailleurs que ces enquêtes sont pas nos enquêtes à nous, les chercheurs. C'est ce que j'aime beaucoup dans la philosophie pragmatiste, c'est que nous, quand on dit enquête, c'est l'enquête que je vais faire mon projet de recherche. Non, c'est l'enquête des personnes qui sont en difficulté et qui enquêtent sur leur propre situation. Ouais. Il y a d'autres questions, réactions, spasmes, crise d'angoisse. Emmanuel, Diego, merci beaucoup et Merci pour beaucoup. la participation aujourd'hui, mais aussi pour l'article et les sujets que vous faites avancer. Effectivement, de l'intérieur dans les sciences de gestion, vous contribuez beaucoup à ça. Donc merci pour ce travail de fond et puis merci pour la participation aujourd'hui. Merci Merci beaucoup, beaucoup Johan, pour ton et invitation. À Bonne bientôt. journée. Bonne merci Au à journée. revoir. toutes et à tous. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée.